C'était en novembre 2023 et on en reparle aujourd'hui de l'affaire de Crépol avec la mort de Thomas Perotto qu'on voit ici en image lors de la marche d'hommage où l'on voit son portrait qui est brandi par sa famille, par ses amis. Un drame qui avait traumatisé tout un village et plus largement la France entière puisque on avait un affrontement entre des racailles d'une cité, d'une petite ville voisine et des gens d'un petit village. Voilà, des chasseurs, des joueurs de rugby, de simples étudiants. Bref, des gens normaux qui ont vu déferler la haine, la violence et la mort dans leur village. C'était absolument révoltant et on en reparle aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a la publication d'un livre par Jean-Michel Descugis, Pauline Guénat et Marc Le Plongeon, dans lequel on apprend notamment que, vous savez, la piste du racisme anti-blanc qui avait un temps été évoquée, puis qui avait été totalement escamotée, eh bien c'était une réalité, contrairement à ce que nous racontait la caste politico-médiatique. Donc les auteurs de cet ouvrage, qui sont par ailleurs d'immondes gauchistes, on va le voir tout de suite, reconnaissent quand même, parce qu'ils sont forcés, qu'il y a bien eu un PV de gendarmerie qui évoquait le témoignage de 9 témoins de cet acte atroce faisant état de propos anti-blancs. Spécifiquement, on va tuer des blancs. Donc c'était quelque chose de quand même extrêmement important et qui, dans d'autres circonstances, si les couleurs avaient été inversées, aurait évidemment été mis en première page de tous les journaux français. Mais là, c'est un PV de gendarmerie qui a été enterré. Donc on a Jean-Michel Descugis qui évoque cette affaire. Ce PV mystère n'a pas disparu, mais il a été classé dans les notifications de garde à vue des documents qu'on ne consulte jamais, comme si on avait voulu le cacher. Comment est-il arrivé là ? On ne sait pas. Oui, on a quand même une petite idée de pourquoi il s'est retrouvé dans un dossier que personne n'ouvrirait jamais. Le procureur dit ne l'avoir jamais vu. Il a été rédigé 5 jours après les faits à la demande de la gendarmerie par une analyste criminologue. La tension est alors énorme, car toute la classe politique et les réseaux sociaux d'extrême droite, bien sûr, parlent de crimes racistes, alors que la justice ne la qualifie pas ainsi. L'analyste a repris les auditions de tous les témoins et en a retenu une dizaine, où ils disent avoir entendu des insultes racistes au cours de la bagarre. L'analyste a-t-elle raison ? A-t-elle tort ? L'existence de ce PV de gendarmerie est en tout cas très embarrassante. Les pouvoirs publics n'ont certainement pas eu envie à ce moment critique de jeter de l'huile sur une situation déjà explosive. Donc on préfère cacher la réalité plutôt que de pointer du doigt la responsabilité des racailles extra-européennes. C'est clair comme de l'eau de roche, il y a une soumission délibérée de la part des enquêteurs sur une affaire aussi grave. C'est absolument dramatique. Alors on va écouter justement Jean-Michel Descugis sur cette question. Il était interrogé par Léa Salamé sur France Inter. C'est parti. Comment expliquez-vous que ce PV qui a été établi, donc, ou qui dit ils pourraient être venus pour tuer des personnes de couleur blanche, ait disparu ? Ça veut dire Parce que c'est un PV embarrassant. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Il est écrit par une analyste criminelle 5 jours après les faits. La pression politique est très forte. On parle de francocide, un certain nombre de... Les réseaux sociaux parlent de francocide. Donc ce PV, effectivement, il est effectué de façon prématurée, sans doute. Alors pourquoi la gendarmerie pourquoi ils ont écrit ça quand même ? Peut-être que la gendarmerie veut faire du zèle. Donc si ce PV existe, c'est parce que la gendarmerie veut faire du zèle, selon Jean-Michel Descugis. C'est absolument pas parce que c'était un élément qui a marqué près d'une dizaine de témoins directs. C'est hallucinant de voir cette volonté de cacher le réel. Franchement, c'est incroyable. Comme si c'était les vilains gendarmes d'ultra-giga droite, en fait, qui avaient voulu monter en épingle ce fait-là. Comme si c'était les gendarmes qui étaient soumis à un agenda idéologique et absolument pas les médias, les hommes politiques, les juges, etc. C'est vraiment complètement dingue. Hein. Peut-être que la gendarmerie, il y a aussi un prisme idéologique qui fait qu'ils se sentent obligés de faire un PV, d'extraire un certain nombre d'auditions du dossier. Il y en a 9 témoins qui disent avoir entendu un jeune dire qu'il veut tuer du blanc. Et donc, à partir de là, ils vont extraire ces 9 témoignages et dire bien que ce meurtre peut avoir un caractère racial. Ouais. Et, si vous voulez, ça ne correspond pas. Vous nous dites ce matin non. À la réalité du dossier. Mais non. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs semaines, qui êtes allé là-bas, qui avez tout épluché, vous nous dites non. Ils ne sont, pardon d'être, parce que c'est vraiment ça le cœur de. Ils ne sont pas allés là-bas pour tuer un blanc. Tout le dossier montre le contraire.
Voilà, donc ça c'est la réponse de Jean-Michel Descugis, qui est clairement dans un délire militant, il n'y a pas d'autre mot. Puisqu'il dit tout le dossier prouve le contraire, bah oui, puisque l'élément qui montre qu'il y a bien une volonté de tuer des Blancs, comme ça a été dit par l'un des accusés, sans doute le coupable d'ailleurs, hein, sans doute celui qui a tué Thomas Perotto, enfin je veux dire, il le dit lui-même, ça a été noté par plus de 9 témoins, enfin, c'est pas rien. Donc évidemment que quand on met ce PV au fond du dossier dans un placard poussiéreux qu'on ne rouvre pas, évidemment que dans ce cas-là, on va trouver qu'il n'y a pas de motif raciste. Sauf qu'il y a évidemment une circonstance aggravante de racisme dans l'histoire. Peut-être que c'était pas la motivation unique et première, d'accord, mais c'est au minimum une circonstance aggravante. Et sans doute que si Thomas Perotto n'avait pas été blanc mais extra-européen, cette histoire n'aurait pas eu lieu. Donc c'est évidemment quelque chose qui est essentiel à prendre en compte. Donc là, la défense de Jean-Michel Descugis, elle est complètement dingue. Alors Jean-Michel Descugis, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a multiplié les bobards, les fake news. Il y a plusieurs choses qui ont été relevées, notamment par l'Observatoire du journalisme. C'est assez énorme, son palmarès. Je dois vous avouer que c'est incroyable que le type soit toujours en poste après avoir multiplié les fausses nouvelles comme ça. Donc il y a eu plusieurs cas, je vais pas m'attarder sur chacun parce que ça serait beaucoup trop long. Sur l'affaire Meyrat, tiens, ça c'est marrant, il avait rédigé un article pour Le Point dans lequel il défendait l'idée que le tueur, qui s'avérerait ensuite être Mohamed Merah, était un néo-nazi. Voilà, c'était une possibilité sérieusement envisagée par notre ami Jean-Michel Descugis. Bon, évidemment, c'était un islamiste. Alors là, c'est assez drôle. C'est lui, Jean-Michel Descugis, qui a lancé l'information selon laquelle Dupont de Ligonnès aurait été arrêté en Écosse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire avec un type qui n'avait rien à voir physiquement avec lui, mais qui avait été annoncé comme Xavier Dupont de Ligonnès. Bon bref, histoire de dingue. Mais c'était Jean-Michel Descugis à la baguette. Bon, il avait aussi mis en cause quelqu'un qui était censé être un pédocriminel bastonné par des jeunes. Bon, en fait, c'était pas le cas. Bref, c'est vraiment un énorme spécialiste du mensonge et qui est là pourquoi? Parce qu'il est quand même à un poste assez prestigieux au Parisien. C'est quelqu'un qui écrit des livres, etc., qui est bien reçu à France Inter malgré tout ça. Mais il est là précisément parce que ces mensonges servent le discours de gauche. Tout simplement. Alors les auteurs de ce livre, ils ont été reçus après France Inter, le service public, n'est-ce pas, nos impôts. Eh bien, ils ont été reçus sur France 5, là encore, le service public, nos impôts. Et autant vous dire que là, ils ont déroulé un discours incroyable. On va les écouter, ces auteurs, avec notamment un petit jeune qui est très très chaud. Hein. Mais la circonstance aggravante d'insultes racistes n'a pas été retenue par les magistrats. Non, pas à ce stade. Elle sera peut-être demandée, elle sera peut-être examinée. En tout cas, au moment où on écrivait ce livre, c'était pas le cas, sachant qu'il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire. Bon, j'arrête tout de suite. C'est pas un concept, le racisme anti-blanc. C'est juste du concret. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un attaque un extra-européen, mettons un subsaharien, par exemple, en le ciblant spécifiquement comme subsaharien, et en plus de ça, en l'insultant en tant que subsaharien, c'est un acte de racisme. Voilà. Alors ça marche avec tout le monde. Et donc, quand il s'agit d'un Européen, d'un Français autochtone, d'un Blanc, eh bien, la circonstance de racisme, normalement, selon les mêmes modalités, une attaque parce que blanc, avec des insultes le visant en tant que blanc, etc., c'est du racisme aussi. Donc le racisme anti-blanc, c'est pas un concept d'extrême droite, c'est juste une réalité objective. Mais alors les gauchistes, ils aiment pas ça, évidemment. Je remets un petit peu en arrière. C'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Alors qu'il y a une submersion migratoire et que, dès lors, l'insécurité devienne de plus en plus la norme à cause de tout ça, bon, ça c'est un autre sujet, même si c'est vrai, mais c'est pas la question. On ne parle pas de ça. Le racisme anti-blanc, ça n'a rien à voir avec ça. Là, il est obligé de noyer le poisson et d'inventer une grille de lecture complètement hallucinante pour justifier le fait que le racisme anti-blanc serait une hérésie, serait quelque chose qui n'existe pas. C'est de la manipulation. Soit ce type est idiot, soit c'est un salaud. Je pense que c'est plus un salaud qu'un idiot, mais les deux propositions ne s'excluent pas l'une l'autre. On remet un petit peu en arrière.
Immersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Donc en jurisprudence, ça n'existe pas. Eh bien, voilà ce que j'ai retrouvé. On était en 2014, première condamnation pour racisme anti-blanc. Donc ce qu'il raconte est faux de A à Z. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'arrêt, il y a eu très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas, que c'est un geste qui a été prémédité. Donc là, pareil, Jean-Michel Descugis, il reprend la parole. En quoi le fait que cet acte atroce ayant entraîné la mort de Thomas, en quoi est-ce que le fait qu'il soit prémédité change quoi que ce soit au fait qu'il y ait du racisme ? Ça n'a pas de sens. Un acte raciste, c'est pas forcément un acte prémédité. S'il y a une insulte raciste qui est lancée à l'égard d'un subsaharien en France, je peux vous dire que le juge, il cherchera pas à savoir si ça a été prémédité ou si c'est dans le cadre d'une échauffourée ou d'un truc comme ça. Non, ça sera un acte raciste, point. Il n'y a pas besoin de préméditation pour qualifier un acte de raciste ou non. C'est complètement dingue. Donc, franchement, c'est hallucinant. Et là, en fait, quand il dit c'était dans le cadre d'une rixe, ça veut dire, voilà, les esprits se sont échauffés, et puis, il y a des mots d'oiseaux qui ont volé, et puis, bon, il y a celui-ci de sale blanc où on va tuer des blancs, mais finalement, c'est pas si grave, c'est ce qui se passe dans des altercations de ce genre. Mais non, mais est-ce que Jean-Michel Descugis, il aurait eu le même discours si ça avait été de l'autre côté, du côté des gens de Crépol, des insultes racistes? Évidemment que là, il aurait hurlé à la discrimination, à la xénophobie, etc. Donc c'est d'une malhonnêteté, mais totale. Et que c'est pas parce que ils disent des insultes anti-rampes au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. Non, il n'y a rien à voir. Les types disent on veut tuer des blancs, et ça n'a rien à voir avec le fait que finalement ils en tuent un. Voilà. Selon Jean-Michel Descugis, franchement, c'est une saloperie pas possible, cette affaire. Franchement, ces mecs-là sont incroyables de suffisance, d'arrogance et d'erreur. Et là où c'est odieux, c'est que on parle quand même d'un drame qui a coûté la vie à quelqu'un, il y a eu beaucoup de blessés aussi, enfin ça a choqué tout un village, toute une région, tout un pays. Et les journalistes, là, ils sont en train de faire le service après-vente des racailles. C'est d'ethnomasochisme pur, franchement. Bon, alors il y a eu aussi un passage sur France Inter dont je voulais vous parler. On revient toujours sur le service public. Franchement, il y a quelque chose à faire au niveau du service public. Hein. J'en parlerai très prochainement de ma solution pour tout ça. Donc on écoute l'une des auteurs de ce livre. Pour la bataille sémantique entre, est-ce qu'on appelle ça une rixe ou un attentat, et ça définit votre bord politique, vous dites que les habitants que vous avez rencontrés de Crépol étaient assez choqués par le terme de rixe. Exactement, parce qu'eux, ils ont vécu ça comme un attentat. Les jeunes qui ont été entendus dès les jours suivants, c'est vrai que les faits étaient extrêmement violents. Donc eux, ils ont eu l'impression que c'était un Bataclan bis. Certains jeunes disent ça. Alors effectivement, d'un point de vue strictement sémantique, et si on s'en tient à la définition d'un attentat, est-ce que c'est un attentat ou non? Théoriquement non, même si après on pourrait inclure ce drame-là parmi des dizaines, des centaines d'autres qui ont lieu malheureusement trop souvent en France, et y voir des motifs récurrents qui pourraient permettre quand même de le classer dans quelque chose qui se rapproche, pourquoi pas, d'un attentat, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler une guerre civile à bas bruit. Voilà. Le terme attentat, il n'est pas parfait, évidemment. Mais alors les gauchistes, ils se ruent là-dessus pour tenter de discréditer tous les propos qui seraient vaguement de droite. Mais est-ce que c'est un attentat? Bon, factuellement, non. Même si, à la marge, ça peut se discuter un peu quand même. Mais est-ce que c'est une rixe? Non. Bien sûr que non. C'est plus que ça. Il y a de la violence, il y a du racisme, il y a un affrontement entre les racailles de cité et les Français ruraux. Enfin, il y a des phénomènes sociologiques de fond qui sont en jeu dans cette situation-là, et bien entendu qu'on ne peut pas restreindre le drame de Crépol à une simple rixe. Ça serait être aveugle sur ce qui est en train de se jouer partout en France. Et là, les sociologues gauchistes, tout d'un coup, on les entend pas, évidemment. Mais donc écoutez surtout la fin de son intervention, c'est assez incroyable. Et il y a un mélange, de choses vécues et de fantasmes aussi. Ouais. Donc pour elle, il y a un mélange de choses vécues et de fantasmes. Voilà la manière dont perçoivent les grands bobos parisiens qui viennent sur France Inter faire la leçon aux habitants de Crépol, qui sont un peu trop énervés.
ils considèrent que tout ça, c'est un peu du fantasme au fond, qu'il y a une exagération, que Thomas est mort, mais finalement, bon, bah, c'est qu'une petite rixe qui a mal tourné, comme il y en a eu des centaines et des milliers à travers l'histoire de France, etc., etc. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Toute la communication de ces prétendus journalistes tourne autour de l'idée de minimiser ce qui s'est passé à Crépol, de minimiser ce qui se passe de manière plus large en France. C'est tout simplement ignoble. Et c'est d'ailleurs tellement ignoble que ça a été dénoncé par l'association des victimes du bal de Crépol, qui sur Facebook a déclaré « Bon bah voilà, aux premières lignes de la lecture d'un extrait du livre, les journalistes parisiens bobos qui croient qu'il n'y a que Paris et les grandes villes en France qui sont intéressantes, nous apprennent quelque chose de fantastique. Crépol est donc un village austère et taiseux. » Bah oui, c'est forcément des arriérés, les habitants de Crépol, vu qu'ils ne comprennent pas que l'immigration, c'est une richesse absolue, vu qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont provoqué les jeunes de quartier, et que finalement, les jeunes de quartier, ils ont fait quasiment que se défendre. Voilà. Et les cris racistes anti-blancs, non, oubliez, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, etc. Voilà le discours médiatique, et donc les habitants de Crépol, mais ils sont furieux contre ça. Donc cette association qui continue, honte à ce ramassis de conneries. Je ne comprends toujours pas ce que cherchent ces journalistes. Les victimes se taisent, donc facile de dire n'importe quoi, honte à vous. Voilà. Honte à vous, les journalistes qui avaient rédigé ce livre et qui avaient défendu d'une telle manière votre tissu de bêtises et de manipulation sur les ondes, notamment du service public. Honte à vous. Et pendant que vous êtes en train de diaboliser ceux qui pointent du doigt l'insupportable racisme anti-blanc de toutes ces racailles, eh bien je peux vous dire qu'il y a une solidarité ethnoculturelle, tribale, qui existe dans le quartier de la Monnaie, là d'où sont issus les racailles, avec un élément qui est sorti récemment, Drame de Crépol, tout roman sur Isère sait qui a tué Thomas, mais personne ne parlera. Puisqu'évidemment, la justice et les enquêteurs n'ont pas encore formellement identifié le tueur, mais ce qui ressort des écoutes, c'est que tout le monde dans le quartier de la Monnaie sait qui est le tueur. Voilà. Il y a même une initiale qui est sortie, Y. Alors, est-ce que c'est pour Yves ou Yacine? Je ne sais pas. J'ai ma petite idée sur la question, mais a priori, les enquêteurs savent que tout le monde sait que ça serait ce fameux Y qui serait le tueur, mais il faut encore le prouver formellement. Voilà. Donc, est-ce que ça sera fait un jour? On n'en sait rien. En tout cas, pendant que les habitants de Crépol pleurent encore Thomas, eh bien, on a les suspects qui sont en prison et qui vivent leur meilleure vie. On a par exemple Shahid, un des suspects incarcérés dans l'enquête sur la mort de Thomas, qui s'affiche tout heureux sur Instagram dans sa cellule. Voilà, cannabis et nourriture à volonté. Voilà. Et donc, j'ai une pensée particulière pour les proches de Thomas, pour sa famille, pour ses amis. Voir tout ça, en plus de la mort d'un être qui leur était cher, je crois que c'est un deuxième coup de couteau qu'ils reçoivent symboliquement. Et j'ai pas les mots, en fait. J'ai juste pas les mots, donc je ne peux que faire cette vidéo modestement. Que saluer le courage aussi de ceux qui se bougent pour dire les choses. On sait par exemple que Damien Rieu, il a été convoqué aujourd'hui par les services de police. Pourquoi ? Par la division du crime organisé, hein, s'il vous plaît. Hein. Pourquoi? Parce qu'il avait révélé les noms des accusés du meurtre de Thomas à Crépol. Donc cette affaire qui n'en finit pas d'avoir des rebonds dramatiques et inqualifiables. Puisque là, Damien Rieu, en tant que lanceur d'alerte, il est persécuté judiciairement pour avoir dit la vérité, pour avoir révélé des éléments essentiels de cette enquête. Donc soutien total à lui. Je vous partagerai en description de cette vidéo un lien pour le soutenir financièrement dans tous ces tourments avec la justice. Là, en l'occurrence, c'est particulièrement dégueulasse. D'autant que pendant ce temps-là, eh bien, les suspects vivent leur meilleure vie en prison. Franchement, c'est inqualifiable. Voilà, inqualifiable. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est super important. Donc, merci d'avance à ceux qui le feront. À partir de 5 € par mois, vous avez le lien vers ma page Tipeee en description. Vous avez accès à la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et l'accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.